Monsieur Canon, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Et là, je vous applaudis. Je vous applaudis pas comme quand j'ai fait la vidéo sur le R6 et le R5. Là, je vous applaudis sincèrement, avec respect pour le R10 et le R7. Deux appareils photo qui répondent à un besoin, à une demande. Et sincèrement, je trouve que c'est un coup stratégique vraiment de maître. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie. Alors, je parle plus à Monsieur Canon, hein, maintenant je parle à toi qui vois la vidéo, ok? Lui, c'est plus ou moins pour la formation, ça va, quoi. Donc, voilà, donc ce qui te permet de te former à la photographie et à distance. Donc, c'est une école qui a plus de 10 ans d'expérience. Mais en fin de vidéo, je te raconterai tout ça. Donc, n'oublie pas que tu peux aussi te former gratuitement. Je te laisse le téléphone, le email et le site. Alors le téléphone c'est pas surtaxé, le 09 c'est pas surtaxé, donc tu peux les appeler, ok. Et si tu appelles de ma part ou tu es email ou tu es contact de ma part, Eric Gibaud, donc bon, enfin ça t'avais deviné, hein, eh bien ils te font cadeau d'un petit guide de 35 trucs de pro. Voilà. Donc en fin de vidéo je te parle de tout ça. Allez, c'est parti. Bon, moi j'ai toujours un gros dilemme quand il y a des coups comme ça, qu'une marque sort un appareil photo que je n'ai pas pour l'essayer. Plein de gens me demandent mon avis, mais je ne l'ai pas pour donner vraiment mon avis. Mais je continue à être bombardé par des questions. Donc on me dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Alors là, je vais me mettre dans la position, la tienne. C'est-à-dire, je viens de voir l'annonce de Canon, je lis les spécifications, spécificités, je sais pas comment on dit, les caractéristiques, et je donne mon avis. Voilà, donc je vais parler de ça, mais aussi un peu de la stratégie. Parce que je pense qu'il faut voir un petit peu comment se situe cet appareil photo, ces appareils photo sur le marché, et ce que ça veut dire au niveau de Canon et au niveau des gens en général. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, je vais demander un petit service. Peut-être que tu vois mes vidéos de manière habituelle, mais tu n'es pas abonné à la chaîne. Et sincèrement, ça me filerait vraiment un coup de main si tu pouvais t'abonner. Comme ça me fait monter le nombre d'abonnés et il y a plus de gens qui sont prêts à me prêter du matériel pour pouvoir te le présenter. Donc ça serait vraiment sympa. Donc je vais faire un petit peu, je vais te parler des caractéristiques de chacune en parallèle, sans rentrer dans tous les détails parce qu'il y a trop de trucs, hein, on va pas rentrer là-dessus. Je vais dire le principal, que le jour où je pourrais les avoir et faire un essai complet, je te dirai plus en détail. Mais on va parler de ça. Donc ce sont deux appareils photo mirrorless en format APS-C avec donc des résolutions, des définitions différentes. Le R7 a 32,5 millions de pixels, c'est-à-dire c'est assez semblable au 90D et au comment ça s'appelle le M6 Mark II. Et le R10 a 24,2 millions de pixels. Alors ce sont des nouveaux capteurs, il semble. Mais pourtant, ils n'ont pas fait des capteurs rétroéclairés qui sont très à la mode. C'est un capteur, disons, traditionnel, mais apparemment, il est nouveau. Alors, côté autofocus, eh bien, ils ont mis le dual pixel qui fait des merveilles en R, les autres R, donc le 5, 6, 3 et tout ça. Et aussi qui est sur la gamme M, qui est un excellent système autofocus. Et là, évidemment, on en profite aussi. Alors, tu te rends compte que là, il rentre, mais vraiment, pouf, à fond dans les possibilités de photographie animalière, action et tout ça, puisqu'ils ont mis en obturateur mécanique, parce qu'il y a les deux, obturateur mécanique et électronique, mais tu vois qu'ils continuent à parier très fort sur l'obturateur mécanique, avec 15 images secondes sur le mécanique, et en électronique, sur le R7, tu arrives jusqu'à 30 images secondes, et sur le R10, tu arrives à 23 images secondes. Côté vidéo, ils ont aussi forcé un petit peu, en Full HD, tu arrives jusqu'à 120 images secondes, et en 4K, 60 images secondes sur le R7 et 30-60 sur le R10. En fait, il y a un crop. Donc, je ne sais pas si c'est seulement sur le R10 ou aussi sur le R7 le crop. Je ne suis pas certain. J'ai une vidéo expliquée. Alors, j'ai regardé les tests qu'a fait DP Review parce qu'il me semble super sérieux, ces deux mecs. Donc, ces deux personnes. Donc, moi, j'ai dit, voilà, j'ai écouté ce qu'ils disent. J'ai écouté deux ou trois autres aussi. Et bon, plus ou moins, ce que j'ai entendu, ça correspondait à ce que j'attendais de ces spécificités, ces caractéristiques. Donc apparemment, ce qui est sûr sur le R10 à 60 images secondes, c'est qu'il y a une recoupe de 1,6. Donc voilà. Donc, après, grosse différence importante, le R7 est un boîtier stabilisé qui stabilise de 7 à 8 diaphragmes. Ce qui est vraiment pas mal, ça dépend de l'objectif que tu utilises. Alors c'est le boîtier, mais enfin suivant la longueur focale que tu utilises, et ça peut être différent. Et après, au niveau du R10, il n'est pas stabilisé ce boîtier. La monture, la baïonnette, c'est une baïonnette R, mais tu peux monter les objectifs R et RF. Alors,
ce sont en fait un petit peu ce qu'a fait Nikon avec le Z50. Ils ont sorti des objectifs monture Z, mais qui sont APS-C. Donc là, ils ont sorti deux objectifs, le 18-45 4.5 6.3, pas spécialement lumineux, et le 18-150 3.5 6.3, pas spécialement lumineux non plus, qui sont eux stabilisés, donc très bien pour le R10, et qui sont de taille pensée pour un capteur APS-C. Mais évidemment, tu peux monter les objectifs RF de leur grand frère full frame, et aussi en promotion en ce moment ils ont mis enfin la bague d'adaptation pour monter des objectifs EF et EFS, donc du monde réflexe Canon, les monter sur ton R7 ou ton R10. Alors ça c'est très bien, parce que d'abord la bague pendant longtemps elle était difficile à trouver, maintenant il paraît qu'on la retrouve facilement. Ok, moi j'avais signalé qu'on la trouvait pas, mais maintenant on la trouve vraiment facilement. Mais enfin, qu'elle soit inclue, c'est vraiment sympa. Ils avaient fait ça avec le Canon R, mais pas les autres. Voilà, donc ce que je me souviens, ils n'avaient pas fait pour les autres. Donc c'est bien qu'il l'ait inclus. Surtout, je pense que ça traduit clairement leur intention de déménager, entre guillemets, leurs utilisateurs de réflexe vers ces deux appareils photo APS-C. Donc ça me semble une excellente stratégie. Alors l'autofocus, eh bien, je crois que Canon a prouvé que l'autofocus, leur dual pixel, ça marchait vraiment pas mal. Et là, à la mode de tout le monde, ils ont rajouté, eux le faisaient déjà, mais je veux dire à la mode comme tout le monde, et eux ils ont aussi ici la détection de personnes, d'animaux, de véhicules et tout ça. Et apparemment ça marche très bien. Alors côté ISO, le ISO Canon n'ont jamais été vraiment des foudres de guerre pour les ISO, mais moi j'ai toujours pensé que ce qu'ils faisaient c'était suffisant, parce que moi je suis pas, tout le monde qui me suit sait que je suis pas un fou de l'ISO élevé, donc ça pourra peut-être décevoir certains, mais moi je trouve ça correct. Ça veut dire de 100 à 32 000 ISO sur les deux. Alors quand je dis quand je précise pas, c'est les deux appareils, hein. De 100 à 32 000 ISO, et tu peux faire ça à 51 200. Bon, habituellement, il faudra voir les tests, mais quand on t'annonce 32 000, ou quand on t'annonce peu importe, les ISO les plus élevés, alors pas les forcés, les plus élevés natifs, tu peux enlever deux stops et tu as à peu près jusqu'où tu peux les utiliser. Donc là, moi je pense qu'on va pouvoir les utiliser aux alentours de 12 000, un truc comme ça, sans trop de problèmes, tu vois. Donc bon, moi ça me semble tout à fait correct. Au niveau de la vitesse d'obturation, là, le R7 va jusqu'à 1 8 millième de seconde en obturateur mécanique. Le R10 va jusqu'à 1 4 millième de seconde. Et en électronique, le R7 va jusqu'à 1 16 millième et le R10 fait 1 8 millième ou 1 16 millième, selon, je sais plus, je me souviens plus, ok. Donc, on voit qu'ils continuent à parier vraiment sur le mécanique, parce qu'il y a certains appareils, maintenant, ils sont tout de suite à 1 32 millième en électronique, donc ils ont continué à être là-dessus. Côté batterie, je salue encore monsieur Canon. Bon là, ils ont quand même 660 photos sur une batterie sur le R7. Par contre, sur le R10, on reste en dessous des 500 avec 450 photos. Bon, c'est les mesures SIPA, hein, donc c'est vrai, on est obligé de dire ce que dit SIPA, parce que c'est pas SIPA, hein, CIPA. Parce qu'il faut bien une mesure standard pour tout le monde, mais souvent il y a certaines marques ou certains utilisateurs qui se plaignent en disant que bon, c'était vraiment vu négativement, puisqu'ils arrivent à faire beaucoup plus de photos. Après, ça dépend comment tu configures l'appareil photo et tout ça. Viseur 100%, évidemment, tous les mirrorless, donc c'est pas besoin de le préciser, hein. Donc l'écran il est tactile et orientable. On parle de 170 degrés d'orientation. Alors c'est sur le côté, ça tourne d'après ce que j'ai vu, hein, sur le R7, et 150 degrés sur le R10. Alors je sais pas si c'est la rotation, je l'ai pas eu en main, je peux pas te dire, ok. Alors, la griffe de flash, monsieur Canon, la griffe de flash, qu'on a bien fait de gueuler il y a quelques années sur le 4000D et le 2000D et le 250D, parce que finalement, vous avez commencé à remettre des vraies griffes de flash. Et d'ailleurs, il y a tellement de gens qui ont gueulé que là, c'est bien précisé sur le site web. S'il y a connecteur central, c'est marqué oui. Donc, j'imagine qu'il y est. Voilà. Donc, bonne nouvelle. Ça veut dire que tu pourras utiliser un flash pas trop cher en mode manuel avec connecteur central. C'est une excellente nouvelle. Alors, côté vidéo, là, ils ont mis les bouchées doubles. D'ailleurs, bon. Canon a un gros problème, en fait. Ils ont deux choix. Ou ils mettent vraiment ce que les gens attendent dans leur appareil photo pour faire de la vidéo. Alors, faut pas oublier que c'est qu'on met des appareils photo, mais enfin, bon, tout le monde demande de la vidéo, ou enfin... Tout le monde n'en demande pas, mais enfin on t'en met, voilà, donc après ceux qui analysent réclament de la bonne vidéo. Donc en fait tu te rends compte que Canon, s'il met vraiment ce que les gens demandent, ils arrêtent de vendre leur gamme cinéma. Donc c'est une gamme d'appareils photo, d'appareils vidéo, cinéma. Donc ils ont toujours ce dilemme. Et si donc ils mettent pas assez de trucs, il y a Eric Gibault qui gueule.
Et s'ils en mettent de trop, eh ben, ils arrêtent de vendre des appareils photo. Donc, bon, je déconne, hein, j'ai pas autant de poids que ça. Bon, en kilos, oui, mais en présence chez Canon, pas trop. Donc, mais c'est vrai, c'est la situation. Donc, Canon, ils donnent toujours un petit peu. Mais là, je pense qu'ils ont donné un petit peu plus qu'on pouvait attendre quand même. Alors, en vidéo 4K, ça fait du HD. Donc plusieurs formats HD, H264 et le H265 que beaucoup de gens réclament. Durée d'enregistrement en continu. Alors évidemment, il faut que tu branches une batterie externe, un power pack où tu l'alimentes en continu et surtout il faut une bonne carte ou alors un enregistreur externe. Mais ça te permet de faire jusqu'à 6 heures d'enregistrement sur le R7 en continu et 2 heures sur le R10. C'est quand même pas mal. Ah, et si tu fais la sortie HDMI et suivant le profil que tu utilises, ok, tu peux faire avoir le fameux 442, ce qui plaît à beaucoup de gens. Côté carte, carte mémoire, c'est là que tu te rends compte que le R7, à mon avis, il est pour remplacer le 7D Mark II avec des petits trucs peut-être plus 90D et d'autres peut-être même supérieurs au 7D Mark II. Donc, faut voir. Mais il a double carte mémoire. Alors c'est des SD, UHS2, c'est pas un format de carte que tu truines qui coûte plus cher que l'appareil photo, ça ils ont quand même mis du SD. Hein. Et par contre le R10 il a qu'une carte mémoire. Alors côté connectivité, eh bien les deux ont HDMI, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, connecteur micro et connecteur télécommande. Mais le R7 a en plus connecteur casque, donc écouteur, et le R10 ne l'a pas, ce qui peut être un problème pour les gens qui voulaient enregistrer la vidéo. Tropicalisation. Alors, le R7, donc il se place un petit peu plus au-dessus. Oui, il est tropicalisé. Et là, je félicite Canon pour son honnêteté, puisqu'il y a un petit, en main dans Canon en espagnol, en tout cas, il y a le petit numéro 22 à côté, qui t'envoie aux petites lignes. Et dans les petites lignes, ils disent, bien que l'appareil est protégé contre la poussière et la pluie et l'eau, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de l'humidité qui rentrera ou de la poussière qui rentrera. Et en fait, c'est honnête de leur part parce que c'est le cas de tous les appareils photo en fait. Si tu n'as pas bien fermé une porte, d'ailleurs ils conseillent de bien fermer les portes USB, machin, tout ça. Donc, et c'est vrai en fait. Donc, c'est bien qu'ils l'aient mis, mais ça leur permet de pas se mouiller, enfin peut-être mouiller l'appareil, mais pas eux, voilà. Enfin, moi je trouve ça correct de l'avoir indiqué. Et autre chose, l'avantage du R7, c'est que quand tu retires l'objectif, tu as l'option que l'obturateur descende, donc ça ferme derrière l'objectif pour qu'on ne voit pas le capteur, et dans ce cas-là, il y a la poussière qui est bloquée et ne passe pas au capteur. Donc elle peut passer à l'obturateur et après voler quand il va se déplacer, mais enfin bon, c'est pas mal quand même, voilà. Par contre, le R10 n'a pas ça. Autre chose que j'ai remarqué sur les caractéristiques du R10, ça indique que ça peut faire du streaming sur YouTube. Par contre, c'est pas indiqué pour le R7. Alors je ne sais pas si le R7 le fait, mais enfin le R10 c'est indiqué comme le fait le M6 Mark II. Donc il y en a qui utilisent ce genre d'appareil pour publier directement, faire des lives directement sur YouTube. Donc ça serait possible au moins sur le R10. Voilà. Si on revient sur la vidéo, eh bien, le Canon R7 propose les logs, c'est-à-dire que des profils plus plats qui te permettent de faire la colorimétrie en post-production. Donc ceux qui font la vidéo de manière avancée, ils demandent ça. Par contre, le R10 ne le permet pas. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que tu cherches. Alors, bon, apparemment, les tests que j'ai vus, les résultats sont vraiment pas mal. Alors, j'ai peut-être oublié quelques caractéristiques, on ne va pas rentrer dans tous les détails, ok? Mais moi, je trouve que ce qu'ils proposent, si on parle de prix, c'est pas mal aussi, parce qu'on parle d'un R10 qui le boîtier est à moins de 1000 € et le R7 qui est aux alentours de 1500 €. Donc là, tu commences à te dire, ah, mais ça va faire mal. Ça va faire mal chez qui? Alors, d'abord, on va voir à quoi correspondent ces deux appareils. À mon avis, le R7, c'est un appareil qui remplace le 7D Mark II et le 90D d'un coup. Alors, à peu près, tu vois. Est-ce qu'il a un peu plus... sur certains trucs, il est plus avancé, évidemment. Sur d'autres, peut-être pareil, ok, mais enfin bon, c'est pas toujours comparable. Et le R10, à mon avis, c'est plutôt entre un 850D, donc un T8i, sur le pays où tu te trouves, et un 90D. Voilà, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a deux différences physiques déjà. Le R7, tu as les deux molettes, dont ils ont placé une qui est plus haut, plus qu'avant, pour ce qui est le diaphragme, il est plus haut. Et apparemment mieux placé pour certains, d'autres disent que c'est pas aussi confortable, je sais pas, ok, j'ai pas essayé.
Il a les deux molettes séparées, donc vitesse et diaphragme. Par contre, le R10, bah, c'est classique des séries 800 et compagnie, 4000, 2000. Hein, tu as une seule molette et après un bouton si tu veux faire l'un ou l'autre. Voilà, donc bon, c'est pour ça, moi je pense que le R10 est plus vers un 850D et le R7 bah, plus sur un remplaçant du 7D Mark II. Alors ça rentre en concurrence avec qui? Eh bien moi j'avais fait une vidéo qui disait que le danger pour Nikon et Canon, c'était Fuji. Et bah oui, parce que je disais, bah ouais, le mec qui veut pas passer au full frame, qui veut pas aller sur une gamme M de Canon, ou Nikon, il veut pas aller sur le Z50, bah, ils sont obligés d'aller vers le full frame s'ils veulent passer en mirrorless. Donc il y avait pas mal de fuites vers la gamme 6000 de Sony et la gamme de Fuji, la gamme complète de Fuji. Donc là, quand tu regardes ce qu'ils ont préparé, à mon avis, Fuji, il vient de se prendre un gros coup dans les dents au niveau du X-T4. Bah ouais, parce que si tu y penses, on a un prix pas mal, des performances, à mon avis, au moins du côté vidéo, sur certains points meilleurs. Au niveau de l'autofocus, certainement meilleur que l'autofocus du X-T4, qui est pas mal, mais il est certainement meilleur. Donc, je pense que les gens qui sont chez Fuji, ils vont pas aller chez Canon. Mais ceux qui allaient partir chez Fuji ou chez Sony sur la gamme A6000, le A6600 par exemple, eh bien, dire, bah ouais, mais il fallait que je vende mes objectifs, que j'avais en réflexe Canon, fallait que je... attends, je vais prendre ça, je vais prendre l'adaptateur, je vais utiliser mes objectifs réflexes que j'avais déjà, je vais les monter là-dessus, on va bien voir ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens, ils vont plus partir, ceux qui étaient sur le départ, ils vont rester chez Canon, ceux qui voulaient passer en mirrorless, parce que je pense qu'ils ont fait, c'est un super appareil, à un prix qui me semble vraiment excellent. C'est-à-dire que c'est marrant parce que Canon avait annoncé qu'ils allaient monter les prix, et alors sur les objectifs apparemment, bah ouais, les objectifs ça commence à douiller, mais par contre ces deux boîtiers ont un prix qui me semble spectaculaire. Donc moi je pense que le R10 c'est la concurrence du Alpha 6400 de Sony et le XS10 de Fuji. Et le R7, eh bien, c'est la concurrence du Alpha 6600 et le XT4 de Fuji. Et là, à mon avis, il y en a qui doivent avoir la sueur. Donc, pourquoi je dis que c'est un coup de maître la stratégie? Ben d'abord parce que ça va freiner sec, à mon avis, la fuite vers Fuji et certains Sony, mais plutôt ce qui fuit en APS-C fuit plutôt vers Fuji que vers Sony. En full frame, ça c'est une autre histoire, mais voilà, parce que full frame déjà Fuji n'a pas, mais enfin en tout cas Sony a. Alors ça a freiné cette fuite. Deuxièmement, le fait que les gens puissent continuer avec leurs objectifs, ça va vraiment avoir un poids à mon avis énorme. Et au niveau stratégique, là je suis en train d'enregistrer la vidéo, j'ai pas vu les nouvelles. Je sais que ces jours-ci Fuji annonce un appareil photo qui a apparemment le X-H2, mais je sais pas si, peut-être quand tu verras la vidéo ils l'ont annoncé, je passe pour un naze, mais je sais pas s'ils vont vraiment annoncer un remplaçant du X-T4 maintenant, mais peut-être dans plusieurs mois. Si c'est dans plusieurs mois, eh bien là c'est une grosse claque qu'ils ont mis à Fuji. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir le dernier cri, le dernier modèle, le dernier tout. Et le XT4, ça fait un moment qu'il est là. Pas non plus énorme, mais ça fait déjà un moment. Donc, ça veut dire que ces gens qui doutaient partir sur un XT4, là, ils vont dire, attends, bah, j'ai des objectifs Canon, bah, je vais rester, hein, je vais rester. Et celui qui était sur une autre marque, ceux qui hésitaient entre un XT4 et rien, ben maintenant ils vont hésiter entre l'XT4 et le R7. Et à mon avis, tous ceux qui font de la photo d'action, des trucs comme ça, ça va avoir un poids énorme. Donc là, je pense qu'ils ont eu un coup de maître au niveau du timing. Et ce coup-là, je peux dire que le produit, à mon avis, a l'air mieux prêt que quand ils ont sorti le R ou le RP par exemple. Le RP, à mon avis, il avait un prix seulement pour taper sur le marché, rentrer à fond. Mais à mon avis, les prestations n'étaient pas à la hauteur ni même du prix. Voilà. Le R, bah, c'était leur premier jet. Beaucoup de gens reprochaient qu'il n'y avait pas de carte de mémoire, trucs comme ça et tout ça. Je pense qu'il s'est arrivé vraiment juste pour une entrée sur le marché mirrorless au niveau d'un produit qui était un peu juste, qui maintenant est intéressant parce que le prix est descendu énormément. Mais à l'époque, je pense que c'était pas super. Voilà, si tu voulais du mirrorless, il valait mieux aller chez Sony en full frame que sur le R, à mon avis. Mais là, il rentre avec ce qui semble être deux bons produits et avec des prix très alléchants. Alors quand même, un petit point noir. Bon,
Celui qui dit je passe chez Canon avec le R7 ou le R10, eh bien s'il veut des objectifs R, s'il achète les RF qui sont peut-être de prix acceptable mais ils ne sont pas vraiment lumineux, voilà, ils sont stabilisés mais ils sont pas vraiment, c'est pas des super objectifs, je dirais, ils n'ont pas l'air mauvais, hein, mais c'est pas du très haut de gamme L de chez Canon. Eh bien, s'ils disent, bah non, finalement, je vais mettre un objectif R, comme on faisait en APS-C, tu prends un objectif L pour mettre sur un APS-C, eh bien là, le ticket d'entrée des objectifs RF chez Canon est vraiment costaud. Donc là, il va falloir prévoir du budget. Donc je pense que là, il y a un petit peu qui vont peut-être faire la gueule. Mais bon, je pense que beaucoup vont utiliser ce boîtier comme un pont pour passer de leur réflexe et mettre un pied dans le mirrorless sans changer de marque et utiliser leurs objectifs existants. Donc je pense que là, Canon, ben, je dis qu'ils arrivent toujours un peu tard, mais ce coup-là, je ne sais pas s'ils arrivent tard en fait. Parce que là, ils arrivent, à mon avis, ils tapent fort avec deux produits qui ont l'air vraiment pas mal. Donc je ne peux que les féliciter. Je ne peux pas te recommander ces deux appareils parce que je ne les ai pas encore testés, mais je peux te dire que moi je suis vraiment pressé de les essayer et donner mon opinion en personne. Voilà, après l'avoir essayé en main. Donc, mais je pense que là, Canon a proposé deux super produits que j'ai hâte d'essayer. Voilà, donc on va parler de notre sponsor, Arvia, écoledephotographie.com. Je te rappelle qu'ils te permettent de te former à distance à la photographie. Alors, c'est une école de photographie qui a plus de 10 ans d'expérience, qui a des professeurs qui sont des photographes diplômés et qui te permettent de te former par internet, donc sur leur plateforme, mais tu as des exercices évidemment réels à faire, c'est pas être assis devant l'ordinateur seulement. Donc après les exercices, tu les montes sur la plateforme, tu préviens le professeur, tu prends rendez-vous avec lui et lui en chat, il va te corriger tes exercices ou en écrit, il va t'expliquer tout ça, il va vraiment voir si tu progresses ou pas et te faire tout pour que tu t'améliores. Alors les niveaux sont différents puisqu'il y a 4 types de cours. Il y a le cours du mec qui veut devenir un amateur averti, mais aussi il y a des cours pour devenir professionnel. Tu peux arriver jusqu'au bac pro. Enfin, tu peux avoir un bac pro sans t'occuper, sans faire la photographie ta profession. Mais bon, il existe plein de possibilités. Voilà. Et après, bon, les cours durent entre 8 et 12 mois et c'est à peu près 10-12 heures par semaine. Donc c'est complètement compatible avec ton travail. Et non seulement c'est compatible avec ton travail, mais c'est qu'en plus, tu as, si tu travailles dans une entreprise en France, tu as droit au CPF, le compte personnel de formation. Et cette formation peut être gratuite. Voilà. Donc, quand je parle de Arvia, je dis toujours un petit truc. Là, je ne sais pas trop quel petit truc donner. Je dirais que le petit truc là, c'est la vidéo que je suis en train de faire. Quand tu fais une vidéo comme ça dans un endroit, ne fais pas comme j'ai fait. Essaie de ne pas avoir trop de points de lumière comme ça, parce que c'est un peu problématique. Alors, si l'important c'est ce que tu dis, c'est pas trop grave. Mais si l'important c'est qu'on te voit bien en tout moment, c'est pas l'idéal. Il aurait peut-être fallu être plutôt à contre-jour, plutôt que le soleil là, et ça aurait peut-être été un peu meilleur. Donc fais gaffe à la lumière quand tu es dans un bois. Voilà. Donc, merci Arvia, n'oublie pas de les contacter, je te laisse leur email, leur téléphone qui n'est pas surtaxé, leur site web. Le mieux, c'est de les appeler pour avoir un contact humain et ça donne un petit peu une idée. N'oublie pas de dire que c'est de ma part parce que tu reçois un guide avec 35 trucs de photos pro. Voilà, donc merci à eux. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Alors, je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto. N'oublie pas, si tu rentres sur leur site, il y a un espace qui met compte créateur. Tu marques Gibaud, et comme ça j'aurai une petite aide si tu achètes chez eux, mais évidemment il n'y a aucune obligation ni de le faire ni d'acheter chez eux, ok. Et donc je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi des liens de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. D'ailleurs les dons tu peux aussi les faire sous les vidéos, il y a un petit cœur avec $1 dedans, tu les peux faire aussi des dons ici si tu veux, aucune obligation non plus. Donc prends soin de toi, à très bientôt, et je repars dans le fond des bois. Allez, ciao.